Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode. On va une fois de plus discuter avec Myriam. Hello Myriam. Hello. Hello Super Anna, contente de t'avoir avec moi aujourd'hui pour parler pareillement. d'un sujet qui est primordial, sur lequel je pense qu'on a toutes les deux des questions en permanence, la question de la conduite du changement avec l'IA. Finalement, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on s'y prend? Myriam, est-ce que tu as des clés de réponse à cette question? Déjà, ce que je peux te dire, c'est que c'est le sujet brûlant du moment, hein. On est en avril 2026 et clairement, beaucoup de cabinets que j'accompagne se posent cette question de comment on fait si on a des gens qui sont réticents à l'IA, comment on fait si on a vraiment des gros détracteurs. Et effectivement, je peux comprendre hein, que parce que l'IA fait peur, l'IA peut aussi nous bousculer. Elle nous, enfin, elle peut même remettre en question notre identité de professionnel. Finalement, si l'IA peut faire ce que je fais, pourquoi j'existe, quelle est ma valeur. Donc ça peut être assez vertigineux. Les questions qu'on se pose par rapport à ça. Et donc, je peux tout à fait comprendre que pour certaines personnes, il y ait une anxiété légitime par rapport à ça. Cela étant dit, après c'est ma croyance, mais voilà, je peux tout à fait comprendre qu'on pense autrement. Je pense que bah, résister sans explorer, c'est pas forcément la bonne attitude, mais c'est pas en disant ça qu'on va convaincre les gens. Donc, ce que je fais avec les équipes que j'accompagne, c'est déjà de la pédagogie par rapport à euh, ce qui est peut-être l'attendu finalement de la direction. Voilà, vous êtes dans une entreprise, la direction aimerait mettre en place des choses liées à l'IA. Dans un cabinet, ben, ils ont beaucoup de développeurs. Ben, voilà, la direction aimerait que vous utilisiez Claude Code pour gagner du temps, aimerait que vous puissiez déployer des agents chez les clients, etc., etc. Donc voilà, on commence par la pédagogie et que par ailleurs, vous-même, vous allez apprendre des choses et potentiellement vous concentrer sur des choses qui vous plaisent plus. Enfin, voilà, il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles une personne a envie d'explorer, mais il y a aussi quand même, ils sont salariés dans une entreprise et donc, bah, à un moment, il y a le principe de réalité. Mais ça suffit pas toujours. Donc, il y a donc au-delà de cette pédagogie, on les initie aussi à des frameworks, des concepts qui expliquent c'est quoi les deuils par rapport à des choses nouvelles. Dans tout changement, il y a un deuil. Donc, est-ce que on fait le deuil de son identité d'avant? Est-ce qu'on fait le deuil de sa vie d'avant, etc., etc. Et comment on avance? Est-ce que, en fait, c'est encore une fois, les aider finalement à conscientiser ce qui est parfois inconscient. Parce que beaucoup de gens disent oh, j'ai peur, mais pourquoi bah, je ne sais pas. Donc il y a tout ce travail-là qui peut être fait en collectif ou en individuel. Et il y a aussi acquérir un vocabulaire commun pour parler du changement. Donc, il y a plein de modèles pour ça. Il y a un modèle assez connu que j'utilise pas mal qui est le modèle ADKAR. Donc, je reconnais, enfin, le Acknowledgement Desire. euh, 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 après, il y a le knowledge et reinforcement là-dedans, voilà. Bref. Et en fait, l'idée, c'est tout simplement les différentes étapes d'acceptation d'un changement. Et déjà, en donnant je dirais, ces outils-là aux gens, en disant, bah, toi, tu es peut-être plutôt là, mais du coup, ben, où est-ce que tu as envie d'être et si tu as envie d'être dans une phase d'acceptation et d'être OK avec ça, ben, qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses, enfin, en gros, pour y arriver. Donc, vraiment qu'ils conscientisent un peu ce qui se passe pour eux. On peut faire aussi des ateliers collectifs où les gens, finalement, peuvent échanger sur bah, là où ils en sont dans ces différentes phases de changement. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment un sujet à part entière qui n'est pas de la formation.
Voilà, parce que beaucoup d'entreprises confondent formation à l'IA avec conduite du changement lié à l'IA. Non, c'est deux choses vraiment différentes. Et c'est un sujet qui va revenir de plus en plus. Et du coup, pour résumer, moi, je vais dire, voilà, il y a la notion d'avoir une grille claire. Euh, pour la direction, pour mesurer là où en est l'équipe sur le changement, mais aussi pour chacun individuellement mesurer là où il en est. Et puis, de la pédagogie potentiellement d'autres solutions, en fait, par la suite, soit de changement de poste, soit de reclassement, soit que sais-je, pour les personnes qui vraiment, vraiment n'arrivent pas à dépasser ce blocage. Il y a un autre point que j'aimerais beaucoup souligner, c'est le fait que il y a dans un changement, on va dire il y a trois grands ensembles. Il y a les enthousiastes, les neutres et les détracteurs. Les enthousiastes peuvent être vraiment un bon moteur pour avancer et peuvent par leur comportement être modélisants pour les autres, embarquer les neutres qui potentiellement derrière vont embarquer les détracteurs. Donc ça peut être intéressant aussi d'essayer plus de gagner des enthousiastes que absolument de convaincre les plus gros détracteurs. Super intéressant ce que tu dis, et j'aime beaucoup aussi ta distinction entre pédagogie et formation, entre changement et formation, parce que je pense que c'est quelque chose on a vraiment tendance à faire beaucoup d'amalgames, et on attend beaucoup des formateurs aussi de faire face à la conduite de changement, alors qu'on peut pas du tout faire les deux. Et pour rebondir là-dessus, c'était assez chouette. J'ai parlé justement avant-hier avec une amie qui fait beaucoup de formation en IA. Et elle a l'habitude aujourd'hui, parce que les entreprises demandent aussi une forme de conduite de changement. Et du coup, elle s'est créée des agents conduite de changement qu'elle prépare aux arguments qu'elle va avoir, qui sont beaucoup plus liés à cet aspect psychologique de la part de ses clients dans les formations, pour qu'il les propose juste par rapport à son discours aussi d'autres angles pour introduire cette conduite de changement dans sa formation. Mais je suis d'accord avec toi que c'est des choses quand même qui restent à séparer. Et de mon expérience, que j'ai beaucoup vu aussi, et ce qui est aussi très lié à ce que tu dis, c'est que finalement, les réfractaires, parfois, vont avoir des réactions très fortes. Et en fait, c'est ce qui va aussi beaucoup poser problème dans des formats de pédagogie, de formation, où une fois je me suis retrouvée à donner une formation auprès d'un incubateur, et dans cet incubateur on a décidé de mélanger les équipes d'une façon tout à fait agnostique selon les secteurs et selon les niveaux qu'ils avaient en intelligence artificielle. Et il y avait notamment certaines équipes où il y avait des personnes vraiment dont l'unique objectif était de démontrer que l'IA ne pourrait pas être aussi bonne qu'eux, ou des personnes qui étaient tellement convaincues que l'IA ne leur apporterait rien qu'elles ne voulaient même pas identifier de cas d'usage plausibles dans leur métier qu'on pourrait automatiser avec l'IA. Alors que pour le coup, si on creusait les tâches, c'était des tâches qui étaient, pour le coup, beaucoup étaient assez basiques. C'est juste une personne, par exemple, plutôt âgée, qui faisait son métier depuis des années et qui voulait pas remettre en cause sa manière de faire. Parce que, pour le coup, il a beaucoup plus de choses à remettre en cause qu'un profil plus jeune qui arrive et qui apprend son métier depuis quelques années et qui pourrait être plus agile. Donc, en fait, moi, ce que j'ai vu à chaque fois, c'est plutôt des réfractaires selon deux niveaux. Un premier niveau, c'est selon l'expérience, l'âge, le temps passé à faire un métier où finalement on s'habitue à des pratiques qu'on n'a pas envie de remettre en question à quelques années avant sa retraite, et c'est tout à fait légitime. Et le deuxième point, c'est aussi souvent des personnes qui se sont très attaqués dans leur métier. On a parlé en amont des métiers tech, mais dans le marketing, c'est aussi beaucoup de métiers de copywriting, des métiers de journalistes, des personnes qui, en fait, dès le début, se sont senties presque agressées par l'IA. On leur disait qu'un LLM est censé peut être rédigé dans le même style qu'eux, qu'on attend aussi de leur part de productiviser beaucoup plus. On leur dit maintenant, tu as accès à Dust ou à Claude. Pourquoi est-ce que tu ne me produis pas 10 articles au lieu de 3 par jour? Donc c'est aussi une pression qu'on leur met qui n'a pas de sens. Et on se retrouve du coup face à des métiers qui cherchent parfois à démontrer que non, ça marche pas. Et pour moi, la seule chose qui fonctionne avec ce type de profil, c'est du one-to-one. Si on fait une formation globale, on ne pourra jamais adresser ces problématiques-là. Et finalement, si on s'appuie trop aussi sur des profils leaders, et c'est souvent ce que j'entends dans beaucoup d'entreprises, moi, je viens d'embaucher... Déjà, nous on reparlera de la différence jeune et vieux plus tard, où je viens d'embaucher pour le coup des super profils très AI savvy, et je compte sur eux pour emporter les équipes.
Parfois, en fait, face à des profils aussi réfractaires qui justement passent par ces étapes de deuil par rapport à leur manière de faire, en fait, l'écart ne va que faire, il va se creuser continuellement. Et on va se retrouver finalement dans une équipe qui est divisée entre des personnes qui testent, des personnes au milieu qui suivent un peu les deux mouvements et des personnes finalement qui, plus le temps avance, plus ils sont réfractaires et plus ils se sont délaissés. Et ils finissent par le dire, et je l'ai entendu parfois sur des formations, en fait là c'est trop, franchement je suis plus du tout et en vrai ça me concerne pas, ça m'intéresse pas. Cette réaction-là, elle ne provient pas d'un niveau de formation, elle provient justement de tous ces blocages. Et la seule solution que j'ai trouvée jusqu'ici de mon côté, c'est de venir les voir et en fait de faire du one-to-one, de passer du temps sur un cas d'usage simple, de le résoudre ensemble et en fait de juste reprendre des bases ensemble pour qu'ils voient en fait que si ça marche. Et souvent, après, ces profils-là finissent par me dire c'est bon, le LM, c'est devenu à la fois mon meilleur ami et mon pire ennemi, parce qu'ils reconnaissent que c'est pas toujours, ça va pas toujours remplacer, il y a toujours encore des, quand même, mine de rien, il y a besoin de repasser sur les LM, sur le travail, sur le rendu, mais ils sont beaucoup plus ouverts à une relation parce qu'on a pris le temps de déconstruire des biais ensemble. Mais si on en fait fi, c'est pas parce que vous allez embaucher des super profils tech qui vont vous mettre en place plein de process que ça va embarquer tout le monde. Parce que ça touche à de la psychologie, à des choses beaucoup plus profondes, comme tu le démontrais, qui sont très très fortes en fait finalement émotionnellement. Oui, absolument. En fait, moi, il y a 3 choses que tu as dites qui m'ont beaucoup intéressée. C'est cet aspect one-to-one. Effectivement, là où je te rejoins complètement, c'est que moi, je n'ai jamais trouvé quelque chose d'aussi puissant que ces discussions one-to-one pour déjà comprendre qu'est-ce qui fait résister la personne, qu'est-ce qui se passe pour elle, qu'est-ce qui se joue, et au moins l'aider elle-même à comprendre. Parce qu'après, une fois que cette personne a compris, elle peut faire le choix. Oui. Tu vois, elle reste pas au milieu du guet à dire non, je veux être là, mais en même temps je veux rien faire et en même temps voilà. Donc une attitude qui est même pas constructive pour elle. Peut-être qu'elle va faire ce choix et se dire en fait ça ça va m'être utile, donc je vais apprendre des choses, ou alors elle va se dire non, ça me va pas du tout, et dans ce cas-là peut-être que il y a des choses que je vais changer ou que je vais changer de poste, on ne sait pas. Mais en tout cas, la personne, quand tu l'accompagnes, voilà, derrière, elle devient un peu plus acteur qu'au début où on est un peu victime. Elle est victime, c'est un peu le côté ça me tombe dessus, je suis persécutée et voilà, je ne sais pas quoi en faire. Donc là-dessus, voilà, ce que je vais aussi partager sur le one-to-one, sur les gens, tu parlais des gens plus seniors versus les juniors. Alors effectivement, peut-être des gens plus seniors ont plus à perdre, ça c'est sûr. Mais en même temps, j'ai vu aussi des gens très seniors vraiment être enthousiastes par rapport à l'IA et des gens juniors être totalement réfractaires. Tu vois. Donc, je pense que c'est pas forcément lié. Et je pense que c'est important aussi que les employeurs n'aient pas ces biais quand ils emploient les gens en se disant oui, elle a plus de 45 ans, allez hop, on va pas l'embaucher parce qu'on se dit qu'elle va rien comprendre à l'IA. Pas forcément. Ou lui, il a 25 ans, c'est sûr, ça va être un cador. Voilà, pas forcément. Et après, il y avait le point que tu soulevais sur les champions en entreprise. Effectivement, si on met en place des champions et qu'on leur dit c'est bon, maintenant c'est à vous d'aller évangéliser, c'est à vous de faire en sorte que tout le monde adopte l'IA, c'est beaucoup de pression. 2, ils n'ont pas forcément ni la légitimité ni le mandat officiel, et ça marche pas toujours parce que ils ont aussi leurs objectifs à faire par ailleurs. Donc ça, pour moi, c'est pas la bonne manière. C'est plus comme eux, ils s'en servent et qu'ils font des choses avec et que ça se passe bien, c'est plus, je dirais, être modélisant pour le reste. Mais pas forcément qu'ils aient un rôle précis à faire. Ça, moi, je te rejoins complètement, j'y crois pas beaucoup.
Ouais, très aligné aussi, très 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 aligné sur la différence d'âge et sur. J'entends trop de personnes qui veulent embaucher des très jeunes et très juniors en grande partie pour apporter de l'IA et je trouve ça tout à fait déplacé. Et c'est d'autant plus déplacé quand on leur cherche ce rôle d'évangélisateur parce qu'en fait, Oui. ça les met finalement dans une posture qui est très complexe parce que tu es plus jeune. C'est à toi aussi de venir dans une posture de je vais vous apprendre la vie à des personnes plus âgées et plus expérimentées. Et c'est une position qui est simple pour absolument personne. Et je pense qu'encore plus, finalement, quelque part ostracise les personnes plus âgées et plus expérimentées qui se disent bah en fait là vous me faites juste sentir plus âgée, vous me dites que je suis dépassée et vous essayez qu'un jeune m'apprenne finalement ce que je dois faire dans mon métier et je pense que cette opposition là il faut absolument en sortir. Oui, ça met les jeunes en porte-à-faux et ça met les personnes, enfin les jeunes ou les champions, hein, jeunes ou moins jeunes, et ça met les personnes, on va dire, plus réticentes dans une position, encore une fois, d'infantilisation. On les infantilise, alors que potentiellement, bien les écouter et comprendre ce par quoi ils passent peut vraiment faire des merveilles. Et j'en reviens à un truc qu'on discutait au tout premier épisode, c'était cette histoire d'empathie. Toujours. Voilà. Et l'empathie, c'est pas encore une fois un truc de bisounours. Hein. D'ailleurs, en design thinking, on parle d'empathie. C'est comprendre en fait ce que vit la personne pour pouvoir aussi adapter l'environnement au mieux et faire en sorte que on continue à, je dirais, tirer le meilleur de ces personnes-là, parce qu'il faut faire aussi très très attention. Si demain on se dit, allez hop, tous les réticents à l'IA, bye bye, il y a une énorme somme de connaissances qui disparaît de l'entreprise. Et ces connaissances-là, elles sont aussi hyper importantes pour nourrir l'IA. Et deux choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir du coup. Et j'y pense beaucoup parce que il y a une chose dont je me rends compte de plus en plus, et surtout aussi quand on parle là, et je pense qu'on passe beaucoup de temps dans des milieux où beaucoup de personnes réfléchissent à l'IA, parlent d'IA, et en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont pas du tout dans la même dynamique, et ce qui creuse encore plus toujours cet écart, où des personnes très curieuses vis-à-vis de l'IA vont perpétuellement en parler, s'intéresser au sujet, lire les newsletters, avoir l'impression que c'est partout, ils sont omniprésents, mais il y a aussi une immense part de la population active qui finalement n'est pas du tout là-dedans. Et pour qui tout ça, c'est juste une sorte de mouvement et de FOMO à laquelle il faut qu'ils se mettent, mais ils sont pas du tout dedans. Et du coup, quand on les harcèle, en disant mais pourquoi tu t'es toujours pas mis à l'IA et t'as pas vu tel cas d'usage et pourquoi tu sais pas ça, t'as vu Claude et t'es encore sur ChatGPT, ces personnes-là, ils sont complètement perdues. Et en fait, ça creuse encore plus cet écart entre les personnes qui sont tout le temps là-dedans et des personnes qui ne sont pas du tout là-dedans. Et je pense que là, une fois de plus, il faut faire preuve d'empathie et de voir en fait, qu'est-ce que cette personne-là vit. Est-ce que combien de fois est-ce qu'elle a entendu parler d'IA? Qu'est-ce qu'elle sait sur l'IA? C'est quoi sa conception de l'IA? Peut-être qu'elle a juste vu le journal de 20h qui a dit que X millions de Français ont perdu leur métier grâce à l'IA. Si c'est la seule information à laquelle elle a accès, forcément que c'est quelque chose qui crée chez elle une réponse émotionnelle qui est beaucoup plus forte que si elle voyait tout ce que Claude pouvait faire pour optimiser ses cas d'usage. C'est pas du tout la même chose. Et du coup, je pense que là-dessus, c'est aussi extrêmement important de revenir à ces valeurs humaines. Et en lien avec ça, je pense aussi que tu as parlé tout à l'heure de la formation et tu as parlé aussi de ces champions. Et en fait, ce qui ressort de tout ça, c'est que finalement, on a toujours un peu envie de déléguer cette tâche complexe et incompréhensible de la conduite de changement. Ça devient un peu cette patate chaude qu'on a envie de balancer au formateur, qu'on a envie de balancer au consultant qui va venir pour implémenter de l'IA, qu'on va balancer à un membre de l'équipe en disant, voilà, t'as l'air de bien te débrouiller, go nous implémenter de l'IA. Alors qu'en fait, finalement, cette tâche incombe avant tout en manager. Parce que ce que j'ai vu avant tout, c'est dans la plupart des équipes avec lesquelles j'ai travaillé, on arrivait facilement à implémenter de l'IA dès lors que le manager emménageait du temps pour toute l'équipe pour aller venir implémenter de l'IA, emménageait de l'espace pour qu'elles aient le temps de faire du one-to-one, de se renseigner sur le sujet, où ça devenait vraiment aussi une priorité et un objectif pour la boîte. Ce que tu disais tout à l'heure, de dire, toi, du coup, t'es le responsable, tu vas pousser le reste des équipes, et finalement, c'est même pas ton objectif du quarter que d'implémenter de l'IA au sein des équipes. Donc, c'est un side project que tu fais pour rendre sérieux aux équipes, mais ce n'est ni héroïsé pour toi, ni finalement complètement... Il n'y a aucune métrique qui correspond par rapport à ton travail. Et du coup, c'est pourquoi est-ce que tu t'investirais à faire ça plutôt que faire ton travail? Et je me suis retrouvée face à des équipes où certaines personnes dans l'équipe qui étaient censées devenir champions d'IA se retrouvaient à implémenter des flows les week-ends
pour réussir à avancer sur la mission. Parce que le manager n'avait pas libéré du temps à toute l'équipe pour réussir à avancer sur le sujet. Et finalement, pour moi, la personne qui est le plus responsable de la conduite du changement, c'est ce manager, dont le rôle finalement devient de fixer des métriques et des KPI pour ces équipes qui sont liées à l'implémentation de l'IA, si c'est une priorité pour la boîte. Les managers qui, pour moi, ont pris le plus d'initiative là-dessus venaient de boîtes où toutes les autorités au sein de l'entreprise avaient mis aussi pour ces managers des KPI autour de l'implémentation de l'IA. Et en fait, finalement, c'est un problème en cascade qui doit devenir une priorité pour tout le monde et pas un effet de FOMO de « Ok, bah mettons 5000 balles dedans, lançons une formation et tout le monde suivra ». Parce que c'est pas du tout une solution. Ouais, je te rejoins complètement. Effectivement, il y a une croyance que ça se fera tout seul éventuellement. Ou alors, ça se fera si on dit aux gens, maintenant, à partir de maintenant, il faut que vous adoptiez l'IA, point. Et après, on s'étonne 6 mois après, qu'est-ce qui se passe? Ils l'ont pas. Voilà, moi, des fois, on me dit, est-ce qu'ils vont changer en une demi-journée? Non. Non. Personne ne change une on va leur donner des bases, on va leur donner des choses sur lesquelles ils pourront travailler. On va donner surtout aux managers des outils pour qu'ils travaillent avec leurs équipes, ok. Mais voilà, le changement, il n'est pas garanti comme ça, en une demi-heure, même une journée de workshop. Donc c'est vrai que c'est un vrai sujet. On dit qu'il faut souvent 2 jours pour que le top management, se mette d'accord, par exemple, sur quelque chose à changer. Après 2 mois, pour que le niveau N-1, N-2, on va dire, le comprenne, l'adopte, etc. Et 2 ans pour que l'ensemble de l'entreprise vraiment intègre les choses. Donc, c'est certain que du coup, le top management qui a décidé en 2 jours, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va changer, il va s'impatienter. Au bout d'un moment, il dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais c'est le temps de l'émotion, c'est le temps de l'intégration. Et effectivement, ça peut être très frustrant, mais comme tu l'as très bien dit, c'est le rôle de la hiérarchie aussi, de porter ce changement et de faire, je dirais, d'être pédagogue, de faire comprendre, voilà, en quoi c'est bénéfique. Non, et d'autant plus que parfois je tombe sur des managers ou même des membres de direction qui vont dire en fait je comprends pas parce que c'est dans leur intérêt d'implémenter de l'IA. Ils ont l'air sous l'eau, donc ils implémentent de l'IA parce qu'en fait, ça va résoudre leurs problèmes. Et du coup, c'est presque à déplacer le problème en disant que c'est à l'employé, pour gagner du temps, que de se former à l'IA pour qu'il soit plus productif pour lui-même. Mais ça, pour moi, ça n'a pas de sens parce qu'implémenter de l'IA, c'est un travail en soi qui prend aussi du temps, c'est une formation qui prend du temps. Et par rapport à ça, ce qui marque aussi énormément, j'étais à un dîner récemment, il y avait beaucoup de CMO part-time qui étaient en transition, qui partaient de grands groupes et qui avaient eu le temps de se former à l'IA et qui étaient en train de réfléchir, de penser à des collègues qui étaient encore en poste dans des grands groupes. Et ils se demandent, mais déjà que nous, on arrive à peine à trouver le temps de se former et on y passe du temps pour se former à tous ces nouveaux outils, on n'arrête pas de penser à des collègues en poste et on ne voit pas comment est-ce qu'ils pourraient trouver ce temps-là. Parce qu'ils sont aussi sous pression, ils ont aussi des choses à faire. Et du coup, tant qu'on n'a pas libéré ce temps, tant qu'on n'a pas priorisé cette tâche-là, forcément qu'il ne se passera rien. Et je pense que c'est d'autant plus important aussi de décorréler la partie FOMO. On est tous en train de se dire les choses bougent extrêmement vite, tout change, du coup il faut aller vite, il faut s'y jeter, il faut que tout le monde soit perspicace d'ici 2 ans, d'ici 2 mois plutôt, en fait de la réalité du terrain et d'exactement ce que tu dis, que finalement non, en fait cette conduite de changement sera finalisée d'ici 2 ans. Et oui, l'IA aura beaucoup évolué dans ce temps-là, il y aura beaucoup de changements, il y aura des choses qui vont changer, notre manière d'agir, d'interagir avec l'IA, peut-être même les types d'LLM qu'on utilise, mais cette conduite de changement en soi, elle prendra du temps. Il faut la décorréler de cette partie, une fois de plus, de formation aux outils, qui sont pas du tout les mêmes choses. Ouais. Merci Anna. Merci Marie. Merci encore d'avoir passé ce temps avec nous pour ce nouvel épisode, et on vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Merci.